Le Tour du Monde. Le Tour du Monde, c'est une émission d'opinion, surtout d'analyse de l'actualité sociopolitique, économique, culturelle et sportive au Bénin, en Afrique et dans le monde. Sur différents sujets, il s'agit de mieux informer pour un monde plus juste. Le Tour du Monde, c'est une coproduction de Guérit TV Monde et 3R Média. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde. Un autre jour sur Guérit TV Monde dans votre émission Les Grandes Contradictions. Amis internautes, bonsoir et bienvenue dans votre émission en préféré. Nous sommes vendredi 17 juin 2022. Les débatteurs sont déjà sur ce plateau. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir Shamsdine Badaro. Comment Achille se porte ce vendredi? Bien, comme vous le constatez, il se porte très bien. Surtout au lendemain de la fête des enseignants dans votre collège. C'est vous qui le constatez. Bonsoir Gaspard Adjamossi. Ah, mais c'est vous qui conduisez le débat. Mais je salue quand même mon voisin de plateau. Bonsoir Gaspard Adjamossi. Je ne réponds qu'aux salutations officielles. Bonsoir Shamsdine Badaro. Voilà, c'est l'amour qui relie les deux dépasse l'amour entre Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Il s'agit de Boni Yayi et Patrice Talon. En tout cas, vous êtes entendu pour vous mettre en bleu contre moi. Gaspard Adjamossi, le duo Yayi Talon. Oui, vous parlez d'amour, c'est l'amour, la renaissance, l'amour rené ou bien... Parce qu'entre-temps, il y avait eu des amours. Voilà. Donc c'est la maintenant, reprise, voilà, la reprise entre les deux, j'estime que c'est une bonne chose. Mais la reprise n'est pas qu'entre les deux, parce qu'il faut, dans un premier temps, constater que le chef de l'État a commencé par faire une série de rencontres et de consultations, je suppose, puisqu'il a rencontré les anciens présidents de l'Assemblée nationale et l'actuel ensemble. C'est vrai que ça ne paraît pas important aux yeux de l'opinion, parce que tous ceux-là font partie de ceux qui soutiennent l'action du chef de l'État. Mais avant Boni Yayi, il y a eu l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo aussi, qui est quand même l'un de ceux qui vilipendaient l'actuel président et le régime actuel. Et enfin, le président Boni Yayi, qui entre-temps avait eu maille à partir avec l'actuel régime et notamment le président Patrice Talon, ce qui lui a valu même, je crois, l'exil un peu forcé entre-temps. Après son retour au pays, j'imagine, après les différentes négociations, après les différentes conciliabules, le président Yayi Boni avait rencontré, je crois, en septembre dernier déjà, le président Patrice Talon. De quoi il a été question, nous ne sommes pas dans le secret des dieux, mais ce que nous avons constaté, c'est qu'après cette rencontre, il y a eu la libération de quelques prisonniers et quelques personnes arrêtées dans le cadre de la crise électorale liée aux législatives. Je crois que cette fois-ci aussi, juste après la rencontre, même si on peut dire que on peut soupçonner que c'est dans le fonctionnement normal de la justice, puisqu'il y a séparation des pouvoirs, on imagine que le président Talon n'est pas intervenu. Mais nous constatons néanmoins qu'il y a encore des prisonniers 17 au total. Qui ont été relâchés. Donc si chaque fois qu'ils se rencontrent ici, des gens peuvent retrouver la liberté, nous, notre souhait, c'est qu'ils se rencontrent presque tous les jours pour que tous ceux qui sont dans nos prisons, en tout cas pour des faits liés à des faits politiques, se retrouvent libres de leur mouvement. Et vous savez, beaucoup de personnes, par rapport aux libérations et autres, là, pensent que ce n'est pas encore l'essentiel. Parce qu'il y a quand même il y a deux, et Joël Aïvo, et beaucoup de gens pensent qu'il faut libérer ceux-là. Mais j'imagine qu'il faut discuter davantage avant d'aller à cela. Et quand on dit paix sociale, quand on dit nous recherchons la concorde nationale, ce n'est pas seulement d'un côté. Hein. Je crois qu'il y a un certain nombre de conditions qui doivent être réunies, et d'un camp comme de l'autre camp, je crois que tout le monde doit agir pour aller vers cela. Merci Gaspard Adjamossi, Achille Wusso, un tête-à-tête entre Boni Yayi et Patrice Talon. Votre appréciation? Oui, vous constatez toujours que lorsque Boni Yayi et Patrice Talon se rencontrent, ça fait toujours un effet.
dans l'opinion nationale et je crois et internationale, pourquoi pas. Et je crois que ça n'a pas raté. C'est vrai que nous n'avons pas vu la chose venir. Ça a été une surprise pour les Béninois, donc de constater que pour une deuxième fois, Boni Yayi a fait le déplacement du palais de la présidente de la République pour rencontrer Patrice Talon. J'ai toujours dit que le déplacement de Boni Yayi vers la Marina est toujours un signe donc, de décrispation, parce qu'un signe d'abord de reconnaissance de Patrice Talon comme président de la République du Bénin. Et lorsque ça arrive et que les deux hommes se rencontrent, ça laisse toujours qu'on appelle un effet positif. Et comme le rappelait tout à l'heure Gaspard, nous avons vu qu'au lendemain, qu'il y a eu des libérations, c'est tant mieux. Et c'est vrai que dans l'opinion, on demande encore un peu plus, mais c'est déjà un début. Et donc, toutes les fois que Patrice Talon a eu l'occasion de discuter avec Boni Yayi, il donne une suite. Le fait immédiat. Il donne une suite donc, à leur discussion. C'est vrai que nous ne savons pas exactement de quoi les deux ont parlé, mais nous avons quand même entendu dans leur déclaration, surtout dans la déclaration de président Patrice Talon, que désormais il aura un cadre de concertation entre l'ancien président et le président en exercice, et puisque lui-même il sait qu'un de ces jours il va se retrouver aussi ancien président. C'est tant mieux donc que ce cadre-là soit pensé et que vraiment il soit officialisé pour donc que on montre vraiment à l'international que le Bénin a un génie. Le Bénin a un génie qui étonne et le Bénin a peut-être encore étonné sur ce coup de Patrice Talon. Achille Osueso ne va pas souhaiter dans l'immédiat un autre tête-à-tête entre Boni Yayi et Patrice Talon pour la libération certaine de Madougou Yayi. Bon, c'est vrai que nous n'allons pas. Au lendemain de cette tête-à-tête, on constate la libération effectivement. De quelques prisonniers politiques. Oui, c'est vrai que c'est ce que surtout les Béninois attendent dans leur grande majorité. C'est vrai aussi que je pense que les deux personnalités abordent donc ces sujets-là, en discutent vraiment. Et oui, mais vous savez, c'est aussi sensible hein, qu'on demande à Patrice Talon d'intervenir, même si ce serait une grâce présidentielle pour libérer Ricky Madougou et Joël Aïvor. Bon, en tout cas, je crois quand même que ce serait un peu trop demandé à Patrice Talon. Ce serait un peu trop demandé parce que, vous savez, ceux-là ont tout au moins comparu devant une juridiction de notre pays et que la juridiction a déjà pris une décision. Et donc, il y a peut-être les moments dans lesquels on peut attendre donc de Patrice Talon d'agir pour une certaine grâce présidentielle. Nous ne sommes pas encore, nous ne sommes pas dans ces moments-là et ce serait un peu difficile. Le 1er août n'est plus loin. Bon, peut-être que le 1er août prochain, nous allons attendre pour voir si Patrice Talon avait donné, donc encore une fois peut-être, hein, parce que Boni Yayi l'avait rappelé quand ils avaient tenu la première rencontre, qu'ils se sont entendus sur un certain nombre de choses, surtout des deals politiques. Nous allons attendre donc pour voir quand ces occasions vont venir, est-ce que Patrice Talon va agir vraiment pour permettre donc que ces deux-là recouvrent leur liberté. Pas seulement ces deux-là. Ben bon, oui, oui c'est vrai que exactement, voilà. C'est les têtes de pont. Gaspard Diamossi, quand Yayi passe, on libère certains prisonniers politiques. En tout cas, c'est l'impression que nous avons. On libère ça n'a pas raté. Certains prisonniers politiques. Cette fois-ci, nous en avons eu 17 qui sont libérés. Et dites-vous qu'ils sont dans les liens de la justice par rapport à des faits suffisamment graves, atteinte à la sécurité de l'État, complot, complicité, une autre dénonciation de faits assez graves. Donc, si des gens qui sont accusés de ce genre de situation, c'est vrai que le mot terrorisme n'apparaît pas dans les chefs d'accusation de ces personnes-là, mais si pour des faits aussi graves, moi je ne sais pas, j'ai lu que qu'ils sont libérés de façon provisoire en attendant que le processus suive son cours, ça veut dire peut-être que dans l'instruction du dossier, on s'est rendu compte peut-être qu'ils ne sont pas si coupables que ça de ce qu'on leur reproche. Je n'en sais rien. Mais l'objectif, enfin, l'idéal, c'est que dans un avenir proche ou lointain, moi je ne connais pas, je ne maîtrise pas l'agenda, que peut-être
les deux célèbres prisonniers qui sont actuellement, je crois, à Misrité ou ailleurs, Rekiat Magou et Joël Aïvo puissent retrouver leur... Mais ce n'est pas le seul. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur ces deux-là. Il faut créer les conditions générales d'un apaisement de la situation politique nationale. Et ce n'est pas, je l'ai dit quelque part, si on peut libérer tous les prisonniers que nous appelons, moi je les appelle prisonniers parce que je ne veux pas ajouter le mot politique, parce que c'est vrai que c'est des politiciens, c'est vrai que c'est des hommes politiques, mais les faits qui leur sont reprochés et qui ont milité pour qu'on les prenne, ce n'est pas des faits, enfin je ne sais, c'est des faits d'ordre général, c'est des faits. Vous maîtrisez visiblement le dossier. La maîtrise que je peux avoir de ce dossier, c'est les chefs d'inculpation que les gens rendent publics. Et par rapport à ça, on n'a pas dit que c'est pour des faits politiques qu'on les a mis en prison. Même si c'est dans le cadre d'une élection. C'est pour ça peut-être que nous disons que c'est politique. Maintenant, même si on libère tout cela, est-ce que vous pensez que d'office, les conditions d'une personne sont garanties dans le pays? Non, je ne le pense pas. Il y a des gens qui sont à l'extérieur du pays, on peut les appeler exilés volontaires, on peut les appeler exilés politiques. Le retour de tout cela également, ça participe à l'apaisement de la situation politique nationale. Et la garantie que le pouvoir obtiendra également de ceux-là que dès qu'ils seront libres, qu'ils ne chercheront pas à perturber le bon fonctionnement des institutions, qu'ils ne chercheront pas à gêner le pouvoir. Je crois que tout cela, ça participe à des discussions afin qu'on aboutisse véritablement à ce que nous recherchons. Ce que nous recherchons, c'est les conditions d'une paix durable dans le pays, parce qu'il n'y aura jamais de développement sans la paix. Tant qu'il y aura des tiraillements, je ne suis pas sûr qu'on puisse aller vers... Et nous avons besoin aujourd'hui, puisque nous tendons vers les élections législatives, tout le monde dit élection inclusive, élection inclusive. Est-ce qu'on peut faire une élection inclusive quand des gens qui ont envie de participer à cette élection-là sont en prison ou sont à l'extérieur du pays? Ne regardez pas seulement, quand on dit élection inclusive, les opposants qui sont au pays, qui veulent participer à cette élection. Voyons également ceux qui veulent apporter leur contribution au développement du pays et qui n'ont pas la possibilité parce que peut-être pour une raison ou pour une autre, ces personnes-là se retrouvent à l'extérieur du pays. Donc les conditions, il faut que ce genre de rencontres-là permettent d'amorcer les discussions, de les approfondir pour qu'on arrive véritablement à des conditions qui permettent véritablement qu'il y ait une entente entre tous les Béninois. C'est vrai que c'est compliqué, on ne saurait avoir l'entente parfaite entre tous les Béninois, mais au moins qu'il y ait un minimum qui mette les Béninois ensemble. Merci. Et par rapport à ça, il faut aujourd'hui, ça il faut le dire, entre autres conditions, il faut aujourd'hui que nous ayons un Parlement qui ne soit pas un Parlement que d'aucuns qualifient de Parlement monocolore. Je crois qu'il faut rentrer dans cette dynamique-là parce que, bon, je ne veux pas... Merci à vous, Gaspard Diamossi. Nous, Achille Oussou, nous allons passer à présent à d'autres sujets. Ne vous posez plus la question de savoir est-ce qu'il va nous laisser aller aux élections. Dès maintenant, commencez par vous préparer à participer aux élections et surtout pour les gagner. Achille Oussou, ce sont donc les propos de Eric Ondete à Parakou le 12 juin dernier. Le président du Parti Les Démocrates a parlé. Oui, je respecte les propos du président Eric Ondete et je voudrais vraiment croire que ces propos-là rassurent les militants du Parti Les Démocrates par rapport aux législatives à venir. Est-ce que c'est pour dire que par le passé, quelqu'un avait empêché donc, le Parti Les Démocrates de participer à des élections? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi les militants lui ont posé cette question, mais sa réponse quand même nous montre que les gens ont une certaine crainte, une certaine peur par rapport à l'organisation et au déroulement des prochaines élections législatives. Nous avons parlé le vendredi passé, j'allais dire, donc, des propos du ministre d'État François Abiola, membre du Conseil électoral aujourd'hui, qui a dit que les conditions seront créées pour que tout le monde participe aux élections. Je crois que lorsqu'on prend ces propos-là et on prend les propos de Eric Ondete, on peut donc faire un parallèle et s'assurer quand même que de part et d'autre, chacun prend les dispositions pour que les prochaines élections se déroulent bien. Ce serait tant mieux que nous voyons
le parti Les Démocrates sur, qu'on appelle en lice pour ces élections, mais je voudrais dire que ce qui comptera plus, c'est le travail sur le terrain. Ce n'est pas les déclarations. Et ça se fait aujourd'hui. Parce que, oui, mais moi j'ai peur déjà pour l'opposition en général et pour le parti Les Démocrates en particulier. Vous me demanderez certainement pourquoi. Pourquoi? Ah oui, mais parce que, je me demande si le timing a été bien choisi, si c'est maintenant qu'il faut aller sur le terrain pour installer les structures de base alors que nous sommes à 7 ou à 8 mois des élections. Moi j'ai peur. Vous voyez ce qu'il y a. Chaque parti regarde son timing. Oui, non, mais nous sommes en politique. Et en politique, chacun veut tirer le drap de son côté. Vous voyez comment le porte-parole de l'opposition, comment il s'appelle? Vous voulez parler de Paul Nkwe? Monsieur, oui, le président Paul Nkwe, si vous me permettez, donc est en train de s'échiner à maintenir, à maintenir la troupe. Vous voyez comment ça part et ça revient, et donc nous constatons tous les jours que la BAC prend de l'eau. Non, mais ce n'est pas ça. La BAC de quel parti? La BAC FCB, nous l'avons vu quand même prendre de l'eau de toutes parts. On sort, on rentre, on sort, on rentre, et puis bon, on ne sait pas quand est-ce qu'il aura vraiment l'assurance donc de ces assises. Et c'est maintenant que le Parti des démocrates veut commencer par installer ces structures. Est-ce qu'il est sûr donc du militantisme, de la confiance des membres de ces... Est-ce que entre-temps, il n'y a pas donc des têtes top qu'on lui a placés et qui vont attendre la veille des élections pour démissionner et pour mettre toute la troupe en difficulté? Voilà pourquoi j'ai un peu peur par rapport aux activités que le Parti des démocrates a choisi à commencer maintenant, à quelques mois des élections. Moi, je pense que Éric Ndete devait se lever un peu plus tôt pour commencer à préparer donc, le terrain. Ben, nous attendons quand même, peut-être qu'il a les moyens de sa politique. Gaspard Diamansi, vous ne voyez pas qu'il faut encourager Éric Ndete? Bon, nous, notre propos n'est pas d'encourager les gens, c'est de dire ce que nous pensons de ce qu'ils font et sur le terrain. Et par rapport à cela, moi, le président Éric Ndete, le président du Parti Les Démocrates, c'est quelqu'un de très avisé. Et selon moi, le message qu'il a passé, ce n'est pas un message pour nous. Ce n'est pas un message pour le président Talon, ce n'est pas un message pour les hommes politiques en général. C'est un message qu'il a adressé, en tout cas c'est mon analyse, à ses militants. C'est un message qui est allé plutôt vers son camp. C'est pour mobiliser, remobiliser les militants du Parti Les Démocrates qu'il a dit ce qu'il a dit. Bon, moi, quand Achille Compaille dit FCB, non, chaque parti a ses mécanismes. Et je pense que la tournée, c'est d'abord une tournée de remobilisation des militants, c'est ce qu'ils ont dit. S'ils en profitent pour installer des structures de base et autres, c'est leur droit le plus absolu. Mais dans un premier temps, c'est d'abord pour déconstruire ce qui a été fait par les ministres et autres, là, dans le cadre de la cherté de la vie, parce qu'ils disent le contraire de ce que les ministres ont dit. Et ça leur permet également d'aller vers la base et de discuter avec la population. Mais pourquoi Éric Ndete a dit? Ce n'est pas parce qu'ils pensent que quelqu'un va l'empêcher d'aller aux élections. Il peut s'empêcher d'aller aux élections parce qu'ils doivent également, parallèlement, travailler à avoir des dossiers solides où on n'aura rien à redire. C'est d'abord le premier travail qu'ils ont à faire. Mais la crainte qu'ils ont aujourd'hui, c'est quoi? Il y a certains militants du Parti Les Démocrates qui estiment qu'il ne faut pas aller aux élections tant que les exilés ne seraient pas rentrés, tant qu'il y aura des prisonniers qu'ils appellent prisonniers politiques. Et quand on dit ça, c'est qu'au niveau de certains militants, en tout cas au niveau de ceux qui aspirent à aller à ces élections, partira pas. Le parti ira aux élections ou pas. Et ceux qui veulent véritablement partir ont envie d'aller vers un autre, d'aller chercher un parti qui va les aider à aller à ces élections. Donc le premier message de Éric Ndete, c'est de dire d'abord à ces militants, nous partirons aux élections, n'allez pas ailleurs. Donc c'est comme ça que moi j'ai compris son message. Maintenant, ils travailleront certainement, s'ils ont envie d'aller à ces élections-là, véritablement y être et à maintenir leurs militants. Parce qu'il y a des partis qui font la cour à leurs militants et qui veulent les débaucher pour les faire aller aux élections. Donc, c'est le premier aspect que je vois à ce message-là. Merci beaucoup. Un autre sujet, on revient sur ce dossier à présent. Rapport définitif de l'audit des dépenses effectuées dans le cadre de la gestion de la Covid-19. Le gouvernement est clean selon ce rapport. Gaspard Diamansi, votre ami peut dormir tranquillement.
C'est qui mon ami? J'en ai tellement beaucoup que je ne sais plus. Non, ils ont fait ami à tout le monde. Vous savez, dans la République. Selon ce rapport, lequel rapport? Parce qu'il y en a eu deux. un premier qui a incriminé le gouvernement. Le deuxième rapport. Bon, le deuxième rapport. Oui, je ne sais pas. Le premier est dit provisoire. Moi, je ne sais pas à qui il faut. Il est informé. Le premier est dit provisoire. Parfois, le provisoire devient définitif. Mais cette fois-ci, heureusement, pour eux que le provisoire n'est pas devenu définitif. Mais vous savez, le scénario de ce rapport-là, de dire il y a un gap de 380 milliards, 85 milliards non justifiés, et de venir quelques jours après dire tout est clean, je crois que quelque part, ça ne rassure pas l'opinion. En tout cas, moi personnellement, ça ne me rassure pas. En tant que citoyen? Oui, bien sûr, en tant que citoyen, en tant que journaliste. Parce que le président du Rejab, ça non, ne me rassure pas. C'est quoi? Vous voulez engager une enquête journalistique? Non, vous savez, les rapports sont là. Bon, mais on comprend que peut-être qu'il y a des informations qui ont manqué dans le cadre du premier rapport et que par la suite, tout cela a été corrigé. Et c'est heureux pour la République qu'on nous dise que 385 milliards n'ont pas été justifiés au niveau des fonds Covid. C'est rassurant pour nous tous, mais est-ce que c'est véritablement cela? Parce que l'opinion, la population continue de se poser véritablement des questions. Parce que quand on vient dire A et quelques jours après on vient dire Z, il y a véritablement des motifs de s'interroger. Peut-être qu'il n'y a rien. Peut-être qu'il n'y a rien et que tout est véritablement clean. Mais quand cela se passe comme ça, vous savez, il y a beaucoup d'interrogations au niveau de l'opinion. Mais moi, j'ai envie de prêter foi au gouvernement par rapport à la gestion de ces fonds, parce que ces fonds-là ne sont pas que des fonds du Bénin, c'est des fonds qui sont venus d'ailleurs, et je crois que ceux-là aussi ont la latitude, n'est-ce pas, de vérifier la manière dont ces fonds-là ont été gérés. Moi, déjà, la semaine dernière ici, j'avais déjà dit, quand on dit a priori que les fonds ne sont pas justifiés, ça ne veut pas dire forcément que ces sous-là se sont envolés quelque part ou que c'est dans la poche de quelqu'un. Ça peut vouloir dire qu'il y a des pièces qui ont manqué, qui peuvent venir après. Ça peut vouloir dire que l'argent qui est destiné à faire telle chose a été envoyé à faire autre chose et que ainsi de suite. Donc, c'est des choses qu'on peut rapidement corriger, gérer. J'imagine que c'est ce qui a été fait. Rachid Oussou, est-ce qu'on peut dire que la communication a donc payé? Mais écoutez, pourquoi vous constatez que c'est la communication qui a payé? Est-ce que la communication a eu d'effet sur les commissaires donc, de la Cour des comptes qui étaient désignés pour aller faire ce travail? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que... Le rapport publié par la presse, c'est ce rapport qui a été validé visiblement. Ah bon? Ben bon, moi je n'ai pas constaté. La position soutenue par la presse. Je n'ai pas constaté. Non, mais en fait, vous savez, certaines presse, la presse, n'est pas unanime. Non, il y avait même eu des réactions du gouvernement pour relever un certain nombre d'insuffisances par rapport au rapport jugé, en fait, qualifié aujourd'hui de provisoire. Donc, peut-être que c'est par rapport à ces nouvelles informations que le gouvernement avait mis sur la place publique, que cette presse dont vous parlez avait donc fait ces analyses ou révélé ces informations. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la Cour des comptes, en tant que institution de contre-pouvoir, est revenue pour se dédire. Et c'est ce qui n'est pas bien. Je crois que non. C'est d'ailleurs pour la première fois que moi je vois ça. Je ne sais pas pourquoi on s'est empressé. Non, mais un rapport provisoire ne devrait pas se retrouver sur la place publique. Je ne sais pas qui a manipulé le rapport pour que cela se retrouve sur la place publique. Je ne sais pas. Est-ce que c'est le gouvernement lui-même? Est-ce que quelqu'un dans l'ombre a voulu donc créer qu'on appelle oui, je ne sais pas. Ce qui est toujours est-il que si c'était un rapport provisoire, nous l'avions dit ici la dernière fois, la Cour pouvait prendre tout le temps donc de demander les informations complémentaires, de faire le travail en bonne et due forme, et surtout qu'il y a des partenaires qui ont accompagné notre État dans cette activité-là. Il faut les rassurer.
Il faut les rassurer. Je ne sais pas si demain, on n'aura pas un contre-rapport, donc des partenaires qui viendront encore remettre en cause ce qui a été fait. Et c'est là où je suis inquiété. Alors, donc, on a dit ici la dernière fois que ce qui décharge peut-être le ministre des Finances et de l'économie, c'est que c'est lui qui a commandité le rapport. C'est lui qui aurait demandé donc qu'on fasse un audit par rapport à la gestion de ces fonds-là. Donc c'est pourquoi je pense qu'on ne peut pas se reprocher des choses et encore donc chercher à se mettre la corde au cou. Et donc je l'avais dit, à sa décharge, on peut encore croire à sa bonne foi. Mais les prochaines fois, je voudrais donc que la Cour des comptes prenne le temps de faire les choses dans la règle de l'art pour que tout un pays ne se retrouve pas obligé à défendre son image contre vents et marées. Non, c'est une institution, c'est la Cour des comptes. C'est pas le ministre qui a demandé, mais ça fait partie des rôles de cette institution de vérifier les comptes de l'État. C'est ça, la Cour des comptes. Oui, ils vérifient. Maintenant, moi, sans pour autant accuser qui que ce soit, moi, je voudrais faire observer que quelque chose n'a pas fonctionné, soit au niveau du ministère de l'économie et des finances, soit au niveau de la Cour des comptes. Sinon, on n'en serait pas à ce niveau-là, soit au niveau des deux. En tout cas, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné quelque part pour qu'on en soit. Fort heureusement, on a essayé de se rattraper. J'espère qu'on s'est véritablement rattrapé parce que l'essentiel, c'est ça, au niveau de l'opinion et au niveau des partenaires qui ont mis leur sous dans cette affaire. Le dernier sujet à présent, Gaspard Diamonsi, je reste toujours avec vous. Le mode d'élection maintenu pour désigner les professionnels des médias devant siéger au sein de l'institution. Oui, les députés réunis en séance plénière, je crois le mardi dernier, par rapport à la loi qui modifie la loi organique de la HAC, je dirais maintenir le statu quo par rapport au mode de désignation des professionnels des médias au niveau de cette institution, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Vous n'êtes pas sans savoir que les associations professionnelles, notamment l'Union des professionnels des médias et le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin avaient commandité une réflexion qui a abouti à ce qu'on décide de faire désigner désormais les représentants des professionnels des médias au niveau de cette institution. Je crois que cette décision a créé quelque peu le déchirement au niveau de la profession parce que ce n'était pas un truc unanime. Il y a certains qui n'en voulaient pas. Et bon, je crois que les députés choisissent de maintenir le statu quo. Moi, sans pour autant dévoiler ma position dans ce dossier-là, je dirais que c'est une situation peut-être qui ramène la balle à terre pour tout le monde. Et que j'espère que nous allons nous en arrêter là, qu'on va laisser les déchirements et nous occuper de l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est que ce soit maintenu, que les professionnels auront toujours 3 représentants dans cette institution. Le mode de désignation, quel que soit le mode que nous allons choisir, cela a ses avantages et ses inconvénients. On n'a pas besoin de se battre s'il n'y a pas des intérêts derrière, inavoués derrière l'un ou l'autre des camps. Je crois que l'intérêt, ce qui a lieu de faire, c'est que nous puissions désigner, quel que soit le mode, qu'on cherche à désigner véritablement ceux qui sont à même de représenter la profession, de faire évoluer des choses, d'impulser une nouvelle dynamique et de représenter véritablement la profession, de défendre les intérêts de la corporation au niveau de cette structure. Je crois que c'est de ça que nous avons besoin. Et non, ceux qui sont là ne défendent pas les intérêts de la corporation? Non, je dis, ceux-là, ils sont déjà élus. Je ne parle pas de ceux qui sont là. Je dis, puisque c'est ceux qui décident aujourd'hui qu'on désigne, et ceux qui veulent qu'il y ait élection, ils sont partis d'un constat, non? Et je dis ce constat-là, nonobstant ce constat, le combat que nous allons faire, c'est de faire en sorte que ceux qui nous représentent dignement. C'est le plus important, quel que soit le mode de désignation. Ce n'est pas parce qu'on va désigner que ceux qu'on va désigner seront meilleurs à ceux qui sont là, s'ils sont mauvais. Ce n'est pas parce qu'on va élire que ceux qu'on va élire seront plus mauvais que ceux qui sont là. Donc moi, j'imagine que ce n'est pas là le combat à faire. Le débat est ailleurs ou le combat est ailleurs, Achille Ossou? Bon, je ne sais pas. Oui, c'est vrai que
l'Assemblée nationale est dans son rôle de légiférer. Et c'est vrai que les projets des médias ont pensé cette réforme-là, que désormais, peut-être dans l'esprit de la rationalisation des dépenses, qu'il faut désormais, au lieu donc de laisser les gens aller à une élection, donc procéder à une désignation. C'est une intention, mais l'Assemblée nationale avait quand même son rôle, son mot à dire, j'allais dire. Et donc aujourd'hui, les députés ont décidé donc de laisser continuer, de nous laisser encore faire l'expérience donc de ce mode de désignation par élection. Bon, je ne sais pas si entre-temps, les différentes associations avaient été appelées pour défendre l'intention devant les membres de la commission des lois. Je ne sais pas comment c'est passé, mais aujourd'hui, toujours est-il que nous constatons que après leur expression, les députés ont voulu quand même que le mode d'élection soit toujours le mode de désignation. Nous prenons hâte et nous continuons avec ceux qui doivent aller aux élections. Comme on le dit, qui veut aller loin, mener sa monture. Aujourd'hui, nous avons déjà fait l'expérience un nombre de fois en désignant par élection nos représentants, surtout à la HAC. Et si nous pensons qu'il y a des choses à revoir, ce serait peut-être dans la façon, donc, dans le choix de ces représentants-là. Et donc, nous continuons avec cette expérience jusqu'à ce que, un de ces jours, on revienne peut-être encore avec la proposition, quitte à la faire adopter par les députés, là, qu'on appelle le législateur a parlé. Et oui, ça s'impose pour le moment, mais vous savez, il y a des voies de recours. Donc ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que les députés ont fait ont certainement quelques voies de recours qu'ils vont explorer. S'ils ont gain de cause, tant mieux. S'ils n'ont pas gain de cause, c'est... Mais il y avait une faiblesse. Il y avait une faiblesse. C'est que si c'était une réforme, si c'était une bonne intention, il fallait que cette intention, cette réforme-là, soit portée par tous les acteurs. C'est-à-dire que nous soyons unanimes sur ça. On l'a rappelé tout à l'heure que tout le monde n'était pas aligné sur la décision. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, si nous-mêmes, entre nous, ça nous divise, on ne peut pas demander donc à ceux vers qui nous portons l'intention donc d'être en phase avec nous. Et c'est peut-être aussi ce qui a fait échouer cette réforme-là. Merci beaucoup, Achille Osso. C'est terminé pour ce vendredi. Votre conclusion? Nous remercions toute l'équipe de Kérit TV Monde. Nous vous remercions, M. Chamdine Badarou, et nous pensons que vous serez encore très en forme pour le week-end prochain. Donc nous disons à vendredi pour les téléspectateurs. Gassoua Diamossi, un merci à ceux qui font l'actualité chaque vendredi. Oui, et cette fois-ci, la presse était comprise puisque on s'est tiraillé, les députés nous ont... Sans oublier Patrice Talon et Yaïboni. Sans oublier Patrice Talon. Patrice Talon, Yaïboni, Soglo également. Et Achille... Oui, bien sûr. Et Achille a souhaité que vous reveniez très en forme ici la semaine prochaine. Il a desserré un peu... Mais le souhait, c'est que nous soyons... tous très en forme ici pour venir la prochaine fois. Et nous qui sommes... devant les caméras et ceux qui sont également derrière les caméras, parce que sa tendance est de dire que c'est vous qui tombez malade alors que non, je n'ai jamais dit ça. Et puis c'est à lui vous souhaiter la forme et c'est déjà heureux qu'aujourd'hui que nous soyons tous là, même si nous sommes un peu fatigués, que ce ne soit pas des convalescents qui soient là, mais des gens assez en forme. Nous remercions ceux qui nous suivent. Merci beaucoup, Gassoua Diamossi. Merci à vous. Merci à Achille Osso. C'est définitivement terminé, mesdames et messieurs, pour ce vendredi 17 juin 2022. Tout le monde descend, mais bien avant. Merci à mon réalisateur maison, Alphonse Boton, sans oublier Kabirou Diadi, Patrice ou Roméo Aéronton de toutes les façons. C'est un jeune compétent de la famille Aéronton. Fauziat de l'autre côté de la rédaction a coordonné l'émission de ce jour. Sans oublier, aujourd'hui d'une manière spéciale, elle est à la régie. Elle s'appelle
Ah, le nom m'échappe. Bon, on va dire Isabelle Ancet. Voilà, on va passer le nom de l'autre côté. Mesdames et messieurs, c'est terminé et la bonne humeur se poursuit sur nos antennes. À très bientôt. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.